On voit de plus en plus d'applications mobiles qui permettent de faire des calculs de macros sur ton alimentation, que ce soit les protéines, les glucides, les lipides, etc. Et je me suis toujours demandé comment ce genre d'application pouvait fonctionner. Est-ce que c'est vraiment crédible? Et pourquoi est-ce que ça fonctionne aussi bien? Et une autre question que je me suis posée aussi avec ce genre d'application, est-ce qu'on peut faire vraiment confiance à une IA pour ce qu'on met vraiment dans nos repas? Alors pour répondre à toutes mes questions, j'ai tout simplement développé ma propre application. Mais cette application va être différente des autres parce qu'ici on va utiliser Apple Intelligence. C'est le framework d'Apple qui permet de te faire tourner un modèle de langage directement sur ton téléphone en local. Donc t'as pas de serveur, pas de clé API à mettre et tout est privé. On va voir les avantages de cet outil mais aussi ses limites parce qu'il en a et comment on peut compenser ces limites avec des options complémentaires. Si tu veux suivre le projet en même temps, j'ai mis tout le projet dans le School. Tu as l'app de départ pour t'aider, l'app terminée pour que tu puisses comparer ou voir comment ça fonctionne. Je t'ai mis aussi tous les prompts que j'ai utilisés pour développer l'application. Enfin bref, là il y a beaucoup de ressources et il y a même des petits bonus, donc n'hésite pas à aller voir le School. Le lien est en description. Et si tu utilises Claude Code pour le développement iOS, j'ai créé des agences spécialisées, que ce soit pour la sécurité, l'architecture, les performances, etc. Et ça permet à Claude de faire beaucoup plus de choses précises et pertinentes quand tu développes une application iOS. C'est gratuit, c'est sur GitHub et le lien tu le retrouves aussi dans le School. Et si tu veux te lancer dans le développement d'applications iOS avec Claude Code ou améliorer les compétences que tu as actuellement, j'ai un guide disponible sur mon site avec accès à vie et bien évidemment accès à toutes les futures updates, donc n'hésite pas, le lien est aussi en description. En attendant, let's go! Avant de coder, je vais te montrer le projet de départ sur lequel on va se baser. Toute l'architecture est déjà en place, mais il n'y a rien qui est implémenté. Il y a beaucoup de to-do, il y a quelques dossiers, quelques fichiers, donc je vais t'expliquer tout ça. Dans notre projet, on a plusieurs dossiers. On a le dossier Models juste ici, où on va retrouver tous nos modèles de données qui vont persister dans l'application. Donc ici, notre exemple, c'est le modèle repas, qui va être la pièce centrale de notre app. Et je t'en parle juste après. Ensuite, tu as le dossier Views, où on va mettre toutes nos vues dans ce dossier. Tu as le dossier Views, où on va mettre tous nos écrans dedans. Donc tu auras l'ajout de repas, le dashboard, l'historique, etc. La partie Views, ça va vraiment être les écrans qui vont interagir avec les données et qui vont se redessiner. Dans ce dossier View, on va avoir un sous-dossier qu'on appelle Components. La différence entre Components et View, c'est que Components, ça va être des fichiers qui sont plutôt statiques, que tu peux réutiliser au fur et à mesure de l'avancement de ton projet. Donc on va retrouver souvent les choses plus ou moins statiques, comme un anneau de progression, la barre des macros, ou ici notre repas raw view. Donc la vue où on va voir l'image, le repas, etc. On a aussi un dossier service qui va nous permettre de communiquer entre notre application et les parties externes. Donc comme par exemple notre framework Apple Intelligence ou par exemple dedans tu peux mettre tout ce qui va être interaction avec des API ou quelque chose qui est vraiment externe à l'application. Et en dernier, on a notre dossier Helpers qui va permettre de mettre des fichiers qui pourront être utiles dans l'entièreté du projet. Donc ça peut être les constantes de l'application ou des couleurs, etc. Maintenant je vais revenir à notre partie modèle. Donc là, comme tu peux le voir, on a une classe repas. Ça va vraiment être la pièce centrale de notre projet et c'est un objet qui représente un repas avec un nom, le nombre de calories, de protéines, de lipides, de glucides, etc. Tout ce qu'on a besoin pour calculer les macros d'un repas. Il est décoré, comme tu peux le voir juste ici, d'un @model. Et en fait, ce @model vient du framework Swift Data. Pour t'expliquer rapidement, Swift Data, c'est le framework d'Apple qui permet de persister les données dans ton application. Concrètement, quand tu mets @model au-dessus de ta classe, Swift va la transformer en coulisses. Chaque propriété, comme par exemple ici le nom, les calories, les protéines, etc., elles deviennent observées et persister automatiquement. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas modifier une de ces propriétés, Swift Data le détecte et met à jour automatiquement ta base de données. Tu n'as rien à faire, il n'y a pas de requête SQL que tu dois ajouter dans le projet, vraiment Swift Data gère tout. C'est un Core Data mais amélioré. C'est le nouveau Core Data mais amélioré. Et si tu souhaites une vidéo en détail de Swift Data, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Donc ensuite, on a un fichier avec toutes les constantes de notre application. Donc là, on voit les objectifs nutritionnels quotidiens avec l'objectif calories, protéines, glucides, lipides. Pour l'instant, les objectifs sont fixes, mais on verra à la fin de la vidéo comment les rendre bien plus dynamiques. Et donc tu as aussi tout notre design system et toutes les couleurs qu'on va utiliser pour l'application. On a aussi le fichier le plus important du projet qui va être le Nutriscan app.swift. C'est le tout premier fichier qui s'exécute quand un utilisateur décide de lancer l'application Nutriscan. Le @main que tu vois juste en haut, c'est ce qui dit à iOS un peu que c'est ici que tout commence. Et le window group à l'intérieur que tu
vois, ça va être la fenêtre principale de notre application. C'est là-dedans qu'on va mettre notre première vue. Donc comme tu peux le voir dans la to-do, on va ajouter une tab view et ajouter d'autres détails juste après. Tous les autres fichiers, bien évidemment, sont pareils. Pour le moment, il y a énormément de placeholders avec des to-do, mais on va remplir ça ensemble, toi et moi. Et d'ailleurs, on va s'y attaquer tout de suite et on commence par l'architecture. Le but de notre application, c'est de traquer nos repas. Jusque-là, on a compris les bases de l'application. Mais concrètement, l'utilisateur a besoin de deux choses. Voir où il en est aujourd'hui, ce qu'il a consommé, que ce soit dans les protéines, les lipides, les glucides, combien de calories il a mangé, combien il lui reste, et pouvoir voir notamment ce qu'il a consommé les jours précédents. Ça nous donne naturellement deux écrans, un dashboard pour le suivi du jour et un historique pour voir les repas précédents. Et ces repas, il faut du coup les stocker quelque part. Parce que si l'utilisateur décide de rentrer un repas, quitte l'application et revient et qu'il se rend compte qu'il n'y a plus aucune donnée dedans, l'application devient plus ou moins inutile. C'est là que notre framework Swift Data va intervenir, où il va persister localement toutes les données sur l'appareil. Maintenant qu'on a le concept, on va réfléchir à comment on va mettre en place ça au niveau technique. Pour naviguer entre deux écrans, on va utiliser TabView. C'est un composant SwiftUI qui affiche en bas de l'écran une barre d'onglets. La même barre que tu vois dans Messages, Musique ou même toutes les autres applications qui ont plusieurs onglets. On va mettre la même chose dans notre application. Chaque onglet contient une vue et ici, vu qu'on a deux vues, notre dashboard et notre historique, on va naturellement ajouter les deux vues qui sont juste ici, Dashboard View et Historic View. Et pour brancher Swift Data, on va ajouter un point modèle container sur le window group qu'on a vu juste avant dans le fichier de lancement de l'application. En gros, le point modèle container, c'est ce qui va permettre de dire à Swift Data de créer une base de données pour stocker les modèles, donc ici notre modèle repas, et de la rendre disponible dans toute l'application. À partir de ce moment-là, n'importe quelle vue peut lire et écrire des repas dans la base de données. Ok, maintenant qu'on a notre concept, notre mise en place, on va demander à Claude Code justement de nous implémenter ça dans notre projet. Si t'as pas vu ma vidéo précédente sur comment installer Claude Agents dans Xcode, je t'invite à aller la voir juste ici. Nous, on va utiliser le terminal parce que c'est quelque chose que j'utilise encore très souvent par rapport à Claude Agents dans Xcode. Donc on va aller mettre tout ça en place. Bon, j'ai déjà lancé un Claude dans notre projet. Je vais lui envoyer notre premier prompt. Donc je vais dire regarde nutriscan app.swift, remplace le content view temporaire par un tab view avec deux onglets. Donc là, on revient sur notre mise en place. On veut une tab view avec nos deux onglets, qui est le dashboard et l'historique. Donc on va lui dire que dans l'onglet 1, on va mettre le dashboard view, qui est un fichier qui était déjà présent dans le starter que je t'ai mis sur le school, avec l'icône chart bar fill, qui est une icône SF Symbol que tu peux retrouver dans l'application SF Symbol si tu ne l'as pas encore, ou qui est disponible dans Xcode, et le titre dashboard. Ensuite, dans notre onglet numéro 2, on veut notre historic view avec l'icône clock.fill et le titre historique. Donc là, on lui demande une chose simple, c'est de créer une tab view avec nos deux onglets. Et naturellement, vu que les fichiers sont déjà créés, il va faire le lien immédiatement entre la tab view et les vues qui sont déjà implémentées. On va aussi lui demander d'ajouter le point modèle container. Donc dans notre modèle container, on va lui dire for repas.self. Donc là, on lui dit d'ajouter notre modèle repas qu'on a créé dans l'application, dans notre base de données avec Swift Data, sur le window group. Et bien évidemment, on peut lui dire de supprimer la struct content view qui ne sert plus. Et on va voir ce qu'il nous fait. Donc en attendant que ça se termine, je te mets en timelapse et on se retrouve juste après. Bon voilà, c'était très rapide, mais au moins il a réussi. Donc comme tu peux le voir sur le terminal, il nous a enlevé toutes nos to-do et il nous a remplacé par ce qu'on lui a tout simplement demandé. Une tab view avec nos deux views. Il nous a même mis un preferred color scheme dark. Ça veut dire que par défaut, le thème de l'application sera sombre. Et bien évidemment, il nous a ajouté notre modèle container avec notre modèle repas dedans. Et si tu veux le voir dans Xcode, il est juste ici. Et on va choisir un simulateur. Donc nous, on va prendre le 17 Pro. On va le lancer et on va pouvoir tester notre application. Donc il est juste ici.
Je vais le mettre à côté du Xcode, comme ça on pourra voir les deux en même temps. Donc là, comme tu peux le voir, on a bien nos deux onglets différents, un avec le dashboard et un avec l'historique. Maintenant qu'on a implémenté notre tab view, on va ajouter de la donnée dans nos vues dashboard et historique, parce que là pour l'instant on a vraiment juste du texte tout doux avec tout ce qu'on veut faire. Donc on va commencer par le dashboard. Le dashboard, c'est le cœur de notre application. C'est la première vue qui va apparaître quand l'utilisateur lance NutriScan. Et notre dashboard doit répondre à une seule question pour l'utilisateur. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui par rapport à mes macros, ma protéine, lipides, calories, etc. Pour ça, on va afficher 3 informations. En premier lieu, on va lui ajouter un anneau de calories. Ça va être un cercle qui va se remplir au fur et à mesure que tu manges. D'un coup d'œil, tu sais si tu vas être dans les clous ou si tu as dépassé ton objectif quotidien. Ensuite, on va ajouter des barres de progression sur chaque macronutriment juste en dessous. Et on va construire tout ça en 3 temps. D'abord, on va construire notre anneau. Ensuite, on va ajouter les barres de macros. Et enfin, on va assembler tout ça dans notre dashboard. L'anneau de calories, ça va être la partie la plus satisfaisante à construire au travers de SwiftUI. On pourrait le faire avec le framework Charts d'Apple, qui est un framework exprès pour créer des graphiques, avec un pie chart ou un sector mark en forme de donut, et ça marcherait. Mais ici, on va le construire à la main, parce que ça nous donne un contrôle total sur les animations, les couleurs et le texte au centre. Et surtout, ça permet vraiment de comprendre comment ça fonctionne sous le capot. Le principe est simple. On dessine un cercle qui va s'appeler circle et on utilise un modifier qui s'appelle .trim. Le .trim, il va contrôler quelle portion du cercle est visible de 0 à 1. 0, c'est rien et 1, c'est le cercle complet. Donc si tu as mangé 1400 calories sur ton objectif de 2000, la progression c'est 1400 divisé par 2000, donc 0,7. Et ce 0,7 va se traduire avec le .trim à 70% du cercle. Pour que ce soit fluide, on va lui ajouter une animation qui s'appelle .spring. Ça fait que quand la valeur change, donc lorsque tu ajoutes un nouveau repas, l'anneau il va se remplir avec un petit rebond ou une petite animation légère. On va aussi faire un système de couleurs en fonction de la progression. Si tu es en dessous de 90%, tu seras en vert. Orange c'est entre 90 et 100 et rouge c'est quand tu dépasses les 100%, donc quand tu dépasses ton objectif quotidien. Bien, maintenant qu'on a notre mise en place pour le cercle, comment on va mettre en place nos barres de progression sur les macronutriments. Ça va être le même principe mais à l'horizontale. On utilise un Geometry Reader qui a un composant SwiftUI qui nous donne la taille disponible. Et grâce à ça, on peut calculer la largeur de la barre proportionnellement. Donc si tu as mangé 75% de protéines sur un objectif de 150, la barre va faire 50% de la largeur disponible. Et le plus important, pour afficher les données des repas sur le dashboard, on va devoir utiliser notre Swift Data pour récupérer les données. Et pour ça, il y a @query qui existe. @query, c'est un property wrapper. Tu le mets sur une propriété et Swift Data va automatiquement la remplir avec les données de la base. Et ce qui est vachement bien avec @query, c'est que quand tu ajoutes, supprimes ou modifies quelque chose par rapport au repas, Swift Data voit que tu as mis les données à jour et va redessiner l'application à nouveau pour avoir les données à jour. Donc maintenant qu'on sait comment on veut que notre dashboard fonctionne, on va demander à Claude de nous l'implémenter. Donc pour cela, on retourne sur notre terminal avec Claude et on va lui demander implémente. Donc ici, notre fichier, on le retrouve dans composants et il s'appelle Anneau Progression View. Donc implémente Anneau Progression View en suivant les to-do. Au niveau des propriétés, on veut les calories consommées qui seront un int et les objectifs de calories. J'ai juste oublié ici un C majuscule. Donc pour les propriétés, calories consommées et objectifs de calories, qui tous les deux sont des int. Et on va lui dire que par défaut, on va utiliser la constante qu'on a mis dans notre fichier helper, qui est objectif underscore calories. On va ensuite lui expliquer qu'on veut un Z-stack. Donc le Z-stack, ça va être un système de layout où on va mettre nos composants couche par couche, donc l'une au-dessus de l'autre, avec un circle de fond. Donc là, on va lui mettre les couleurs fond carte avec une épaisseur de trait qu'on va mettre à 20 et un circle de progression avec notre fameux .trim. Donc ensuite, la progression, on va lui expliquer notre système. C'est les calories consommées
divisé par l'objectif de calories et on va le plafonner à 1,5. Donc là, on va faire notre système de couleurs. On va mettre accent vert si on est inférieur à 90%, accent orange si on est entre 90 et 100%, et rouge si dépassé. On n'oublie pas aussi de préciser la rotation du cercle pour qu'il commence en haut et pas à droite. On ajoute aussi notre animation Spring. Et au centre, on va ajouter calories en gros. On va mettre en bold pour que ce soit bien voyant. Plus notre objectif de base. Donc ici c'est 2000. Et on va aussi ajouter kilocalories quand même. En petit gris. Pour que ce soit moins voyant. Le principal c'est qu'on voit vraiment le nombre de calories consommées. Et au niveau de la frame, donc de la taille de notre cercle, on va mettre, je dirais, du 220 x 220. Donc là, on va voir ce qu'il nous fait, timelapse jusqu'à avoir un résultat. Donc voilà, il a tout mis en place. On va aller voir ce que ça donne sur notre simulateur pour savoir si oui ou non c'était bien ce qu'on recherchait. Donc on va sur notre Xcode, on va aller dans le composant à nos calories. Donc là, tu peux voir notre cercle sur notre iPhone. Bon, c'est normal qu'il y ait le petit carré, c'est parce qu'on a mis une frame de 200 par 200. En tout cas, c'est ce qu'on cherchait bien. On a nos deux cercles superposés grâce au Z-Stack et on voit la progression avec au milieu le nombre de calories consommées principalement sur l'objectif total. Maintenant, les barres de progression avec les macronutriments. Donc maintenant qu'on est dans notre terminal, on va lui parler de la suite de nos barres de progression avec les macros. Implémente barre macroview.swift en suivant les to-do. Au niveau des propriétés, on reprend un peu le même schéma que notre cercle juste avant. On va lui parler de nos propriétés. On a un nom avec un string, valeur un double, objectif avec un double, et on a aussi notre couleur avec un type color. Le V-stack, c'est comme le Z-stack, sauf qu'au lieu que ce soit superposé, ça va être l'un en dessous de l'autre. Donc ici, il faut réfléchir. On va avoir notre vue principale avec nos barres de progression. Donc on va avoir besoin d'un V-stack pour mettre les barres les unes en dessous des autres. Mais pour chaque barre, on va avoir besoin de mettre le nom, la barre et peut-être, je sais pas, les grammes consommés sur les grammes objectifs. Donc vu que c'est horizontal, on va devoir mettre des hashtags à chaque fois. Au lieu que ça soit l'un en dessous de l'autre, ça sera l'un à côté de l'autre. Donc notre V-stack avec un hashtag, le nom à gauche, X grammes sur Y grammes. Et ça sera à droite. On a notre Geometry Reader dont on parlait juste avant, avec deux rounded rectangles qui vont être superposés. Donc là, on retrouve notre système de cercles avec le cercle gris et le cercle de couleur. Et on va lui parler de la hauteur de nos barres. On va lui mettre 8 pixels. On va leur mettre des coins plutôt arrondis. Et l'animation en point spring. On va aussi lui dire d'implémenter le repas rowview.swift. En propriété, on va avoir notre repas qui sera notre modèle et un hashtag avec dedans le nom du repas à gauche et les calories à droite. Donc on lance ça et après je te retrouve en timelapse. Ok, bah c'est assez rapide. Il a implémenté notre barre MacroView avec les propriétés, la V-stack avec le hashtag, le Geometry Reader. Donc on va aller voir ça tout de suite. On a notre barre MacroView qui apparaît. Donc là, je ne sais pas si je peux un petit peu zoomer parce que là c'est vachement petit. Donc voilà. Donc là, on voit bien notre barre de progression avec les deux l'une en dessous de l'autre. Notre protéine à côté, avec nos grammes consommés contre l'objectif de grammes à atteindre. On a bien notre V-stack ici, on voit bien que le texte et les objectifs de grammes
sont au-dessus et la barre est juste en dessous. Et notre hashtag, ça va être les protéines d'un côté avec de l'autre côté les grammes consommés et l'objectif des grammes. Maintenant que nos composants sont prêts, on va pouvoir tout assembler dans notre dashboard. Et rien de mieux que de demander à Claude d'aller le faire. Donc pour ça, on va lui dire implement dashboard view.swift en suivant les to-do. La première étape, ça va être de lui implémenter le query pour récupérer les données qu'on va afficher sur notre vue. Donc pour récupérer les repas triés par date ajout décroissante. Ensuite, on va lui demander de mettre un @environment. Le environment pour le modèle contexte, ça va nous permettre de pouvoir interagir avec notre base de données, que ça soit récupérer, modifier, supprimer un repas. Donc pour le contexte Swift Data, on va avoir un state, show ajouter repas. Pour la sheet qui viendra après, propriété calculer repas du jour, qui filtre les repas d'aujourd'hui. Propriété calculée. Donc on va avoir besoin des totals de calories, total protéines, total glucides, total lipides. Ça en fait beaucoup et calories restantes. La date sera formatée en français. Au niveau du corps, on aura une scroll view, donc ce qui va nous permettre de scroller sur la vue, avec en tête anneau progression view, les 3 barres de macro et la liste des repas du jour. Bien évidemment, on va ajouter un bouton flottant en bas, je ne sais plus écrire, en bas à droite, qui ouvre la sheet ajouter repas view. Donc le bouton va permettre que quand on clique dessus, on va pouvoir ajouter rapidement un repas. Et le contexte menu sur chaque repas pour supprimer. Donc maintenant que c'est fait, je te retrouve juste après, le temps qu'il implémente tout ça. Bien, le dashboard est implémenté, donc on va aller voir ce que ça donne sur notre simulateur. Donc il se retrouve juste ici. Ah, donc là on voit qu'on a une erreur, on a type shape style has no member accent vert. Donc on va aller juste copier l'erreur et là on peut lui mettre /iOS troubleshoot. Ça va mettre Claude dans un contexte de troubleshoot, donc il y a une erreur ou un comportement non voulu et on va lui donner tout simplement l'erreur et il va aller chercher où est le problème et comment le régler. Donc bien évidemment je suppose que type shape style has no member accent vert, c'est juste qu'il n'y a pas la couleur. Voilà, il fallait ajouter le color parce que le foreground style, le accent vert n'existe pas. Là, c'est une couleur qu'on a ajoutée nous-mêmes, donc il faut lui ajouter le color.accent vert. Donc il a réglé le problème, on peut redémarrer. Et là, on retrouve bien notre dashboard avec le cercle, les barres de macro et le repas du jour. Bon, il n'y a pas de data vu qu'on ne peut pas ajouter de repas et c'est justement la suite de notre vidéo. Donc on a un dashboard qui affiche les repas du jour. Mais pour l'instant, on n'a aucun moyen d'ajouter des repas. Il nous faut donc un écran d'ajout. L'idée, elle est assez simple. L'utilisateur, il appuie sur le bouton vert qu'on vient de créer, une sheet, donc une vue qui va apparaître d'en bas, et on va mettre deux façons d'ajouter son repas. Soit par du texte, donc on va décrire notre repas, soit il prend une photo de l'assiette et ajoute une description de cette photo en texte. Dans les deux cas, c'est Apple Intelligence qui va analyser et estimer les valeurs nutritionnelles. Côté interface, on va avoir besoin de plusieurs choses. Premièrement, vu qu'on propose deux options différentes pour rentrer son repas, il va falloir créer deux vues différentes. Pour switch entre les deux vues, on va implémenter ce qu'on appelle un picker. Ensuite, on va ajouter un texte field, donc c'est là où l'utilisateur va pouvoir entrer et écrire
Ensuite, un text field multiligne pour que l'utilisateur puisse décrire son repas. Pour le mode photo, on va aller chercher le photo speaker. C'est un composant natif d'Apple qui va ouvrir ta galerie photo de manière sécurisée et tu vas pouvoir sélectionner la photo et l'envoyer dans l'application. Mais quelque chose qui est ultra important à savoir, Apple Intelligence est basé que sur du texte only. L'image va être uniquement servie pour garder une photo du plat pour justement donner un petit peu de référence visuelle. On a aussi besoin de gérer l'état de l'analyse. Est-ce qu'on est en train d'analyser? Est-ce qu'il y a eu une erreur? Ou alors justement, est-ce que ça a fonctionné? Et bien évidemment, tout ça, ça se gère avec le add_state. Le add_state permet d'observer une variable et lorsqu'elle change, en fait, la vue se redessine pour remettre la valeur à jour. Donc maintenant, comment on sait comment on va implémenter ça? On va demander à Claude. Implémente ajout tes repas view.swift en suivant les to-do. Les states nécessaires qu'on a besoin pour que ça fonctionne bien. Donc on va lui mettre l'environnement dismiss et l'environnement model context. Le dismiss, ça va permettre de quand tu cliques sur la croix ou lorsque c'est terminé, que la vue disparaisse automatiquement. Et le modèle context, c'est ce qu'on a utilisé juste avant. On va avoir besoin de notre mode de saisie, donc ici qui sera du texte. On va avoir besoin aussi du state, description, repas, photo item, photo image, description photo, vu que c'est des variables qu'on va avoir besoin pour l'analyse. On va avoir besoin de savoir si c'est en cours d'analyse, les résultats et au cas où s'il y a une erreur. Et bien évidemment, tout ce qui va être éditable, donc non éditable, calories éditables, protéines éditables, glucides éditables et lipides éditables. Pour le mode texte, on va ajouter notre text field multiline avec un petit placeholder pour pas que ça fasse vide. Pour notre mode photo, on va ajouter le photo picker plus aperçu et le text field description courte. Notre bouton analyser avec Apple Intelligence désactivé si c'est vide. Une zone de résultats avec les champs éditables et le bouton ajouter ce repas pour modifier au cas où les valeurs nutritionnelles. Et bien évidemment un bouton pour annuler, donc qui va nous servir par rapport à notre dismiss. Donc on lui envoie tout ça et je te retrouve à nouveau quand il a terminé. Donc il l'a implémenté avec tout ce qu'on lui a demandé et maintenant on va pouvoir aller tester ça sur le simulateur. Donc là on a notre simulateur, on appuie sur le bouton, on a bien notre ajout de repas avec la photo, donc ça affiche bien notre photo picker et on a notre texte et le bouton analyser avec Apple Intelligence. Sauf que là il va rien se passer parce que justement on n'a pas encore implémenté Apple Intelligence et c'est tout de suite ce qu'on va faire. Bon, on arrive au cœur de la vidéo avec Apple Intelligence et il faut savoir comment ça fonctionne. Depuis iOS 26, Apple embarque un modèle de langage directement dans ton iPhone. C'est un peu comme un ChatGPT mais qui tourne en local. Donc t'as pas besoin de clé d'API, t'as pas besoin de serveur connecté H24 et tout est sécurisé. Ce framework là, il s'appelle Foundation Models. Quand tu décris un repas, la description est analysée localement et toutes les données restent vraiment sur ton téléphone. Par contre, il y a des limitations. Comme tu as pu l'entendre auparavant, Apple Intelligence est limité au texte seulement. Il n'y a pas d'analyse d'images ou de création d'images pour le moment. En espérant qu'ils arrivent à améliorer Apple Intelligence sur ça, ça pourrait vraiment booster les applications. Et il faut aussi faire attention car tous les iPhones n'ont pas accès à Apple Intelligence. Donc concrètement, comment ça marche? Tu crées une Language Model Session, c'est ta connexion au modèle. Tu lui envoies un prompt avec session.respond_to avec le prompt qu'on va lui envoyer et tu récupères la réponse dans ton point content. Vu que c'est asynchrone, le modèle qui a besoin de quelques secondes pour réfléchir, on lui implémente le try await. Le truc, c'est que la réponse, c'est du texte brut. Si on lui demande estime les calories de ce repas, il pourrait répondre en texte naturel, mais nous, on a besoin de valeurs précises et structurées pour les afficher dans l'application. Donc, dans notre prompt, on lui demande explicitement de répondre en JSON, qui est un format structuré qu'on peut décoder en Swift. Bon, on va lui expliquer comment faire et ça va être étape par étape. Donc, dans notre Nutrition Analyzer, qu'est-ce qu'on va lui dire? Déjà, on va lui dire d'importer Foundation Models. Ensuite, on va lui dire de rendre les méthodes statiques. On va lui ajouter la fonction isAvailable qui permet de vérifier si l'iPhone a accès à Apple Intelligence. Dans notre fonction Analyzer Description, on va lui dire plusieurs choses. Déjà de vérifier si l'iPhone supporte Apple Intelligence, sinon on lui renvoie une erreur. Si le téléphone supporte la version avec Apple Intelligence, on va créer notre session. Ensuite, on va lui donner le prompt qu'on va donner à notre Apple Intelligence. Bien évidemment, tout est dans le school, ne t'en fais pas, il n'y a aucun souci.
Ensuite, on va extraire le JSON qui va nous renvoyer et ensuite on va décoder notre JSON et le renvoyer dans nos résultats. On va lui envoyer tout ça et on se retrouve juste après. Donc maintenant qu'il a terminé, on va aller voir ce que ça donne dans notre simulateur. Donc là, comme tu peux le voir, il nous dit System Language Model is only available in iOS 26 or newer. Donc on va déjà aller regarder si notre NutriScan est sur iOS 26, ce qui n'est pas le cas. Donc faire attention ici, minimum deployment, on est sur iOS 18. On va le mettre sur iOS 26 et je pense que les problèmes vont disparaître. Voilà, c'était bien ça le problème. Donc on retrouve notre NutriScan, on va ajouter un repas. On va lui dire un bol de pâtes. Oui, c'est vrai que c'est en anglais, j'oublie à chaque fois. De pâtes bolognaises. Analyse en cours. Impossible d'analyser la réponse, essayez de reformuler. Un bol de pâtes avec de la viande hachée. Ok, donc c'était pas assez précis. Donc on a notre nom, un bol de pâtes avec de la viande hachée, calories 450, 25, 75, donc on peut modifier. Si on veut, par exemple, on peut dire que c'est 30. Ajouter ce repas et ça se met bien à jour dans notre dashboard. Donc ça, maintenant, on va pouvoir passer à la suite parce qu'on a juste notre dashboard, mais pour l'instant, on n'a pas d'historique. Donc on va aller implémenter tout ça. L'historique, il va servir à garder les repas sur notre téléphone et de voir ce qu'on a consommé la veille ou il y a quelques jours. Donc pour grouper les repas par jour, on va utiliser un dictionnaire, donc on appelle Dictionary en Swift. Tu lui donnes un tableau et une clé de regroupement. Il te crée un dictionnaire avec les éléments rattachés. Notre clé ici, c'est le début de la journée et donc on va utiliser le calendar. Un repas ajouté à 8h et un repas ajouté à 20h vont tous les deux se retrouver dans le même groupe. Pour l'affichage, on va rester très simple. On va utiliser une liste avec des sections. Donc maintenant, on va faire ça avec Claude. Donc implémente Historic View en suivant les to-do et on va reprendre un petit peu le même principe que Dashboard. Ça veut dire qu'en premier lieu, on va mettre un add query pour tous les repas triés par date d'ajout décroissante. On va récupérer tous les repas. Notre environment model context pour interagir avec Swift Data et là, c'est pour la suppression. On va avoir la propriété calculée repas par jour, donc avec notre fameux dictionnaire et notre calendar current start of day. Au début de l'application, il n'y aura pas de repas, donc on va pas afficher une vue vide, on va lui dire que si c'est vide, on veut une petite icône horloge et un titre qui dit aucun historique pour l'instant, centré au milieu de l'écran. Par contre, si on a de la donnée, on va lui dire un list avec un for each sur repas du jour. Et dans cette liste, on va avoir plusieurs choses. Premièrement, une section par jour avec le header, donc on va avoir la date et le total de calories. On va retrouver notre repas review qu'on a mis dans le dashboard pour chaque repas et notre swap action pour pouvoir supprimer un repas spécifique. Ici, notre scroll en background, on va le cacher parce que sinon ça va pas faire très joli. Et pour la date, comme avant, on va lui dire de le mettre en français avec un certain format pour que ça rende plus joli et que ça soit plus harmonieux. Donc on va lui envoyer ça et je te retrouve juste après. Donc l'historique est implémenté, on va aller voir ce que ça donne. Donc là, on a notre dashboard et on retrouve notre historique avec la date, le nombre de calories consommées à la journée. Bon, vu qu'on n'a qu'un seul repas, forcément, on n'en voit qu'un. Si je glisse, on a bien notre bouton supprimer. Donc si je clique dessus, ça se supprime et on voit bien notre aucun historique pour le moment. Donc maintenant, on va retester l'application de A à Z pour voir s'il n'y a pas de bug ou quelque chose de spécifique. Donc là, on se retrouve avec notre dashboard. J'ajoute du texte. On va lui dire un sandwich avec 2 tranches de jambon. Oh, c'est chiant anglais. Avec, tu peux arrêter d'écrire avec 2 tranches de jambon, de la salade, 3 tomates et de la mayonnaise. Voilà, j'étais pas très inspirée. On va faire analyser avec Apple Intelligence. On retrouve bien nos calories. On fait ajouter ce repas.
on voit que ça s'est mis à jour avec notre sandwich juste ici. Et au niveau de l'historique, on retrouve bien notre sandwich et notre bouton supprimer. Donc si je rajoute un autre, un bol de champignons, avec, je sais pas, du poulet, non pas poultry s'il vous plaît, analyser avec Apple, 350, 30, 25, 15, ajouter ce repas, on voit que ça continue de se mettre à jour avec une petite animation légère. Notre dernier repas a été enregistré ici. Et là, on voit bien que ça se met à jour. L'application, elle est minime, courte, mais je trouve qu'elle a beaucoup de potentiel. La vraie question, est-ce que Apple peut remplacer les nutritionnistes ou autres? Non. Pour l'instant, Apple Intelligence n'est pas capable de remplacer les nutritionnistes. Déjà, premièrement, parce que on a uniquement du text only, donc Apple Intelligence se réfère uniquement à du texte et c'est pas forcément ultra précis en fonction du modèle qu'il y a derrière. Par contre, est-ce que c'est utile? Oui, pour des repas à la maison ou si tu veux avoir une idée de comment suivre tes macros au fil de la journée, tu peux développer ta propre application avec Claude Code. En moins d'1 heure, c'est fait et tu peux avoir une estimation raisonnable. Comme je t'ai dit avant, Apple Intelligence a ses limites, mais tu peux les compenser en ajoutant par exemple une API derrière, comme par exemple Open Food Facts, qui est une API où tu vas retrouver une base de données énorme sur tous les aliments qui existent dans les supermarchés, tous les biscuits, les produits alimentaires, enfin bref, tu retrouves énormément de choses. Et tu peux même ajouter dans ton application une partie scan qui permet de scanner un produit, qui va faire appel justement à cette API et te retourner immédiatement tous les nutriments, tous les chiffres qu'il y a par rapport à ce produit. Au début de la vidéo, je t'ai dit aussi que tu pouvais rendre la modification des objectifs dynamique, c'est-à-dire que tu peux créer un onboarding où tu poses des questions et c'est Apple Intelligence derrière qui va essayer d'estimer les objectifs de la personne. Bien évidemment, laisse aussi à l'utilisateur le choix de pouvoir modifier. Et surtout, c'est une V1 de Foundation Models. Il faudra voir par la suite ce que Apple décide de faire avec son propre framework. Mais je trouve qu'il y a énormément de potentiel et qu'il faut laisser un petit peu le temps à Apple de creuser sur ce sujet, puisque le framework est très très récent. Il date uniquement de l'année dernière, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Bien évidemment, toutes les ressources, comme je t'ai dit, sont disponibles dans le School. Tu vas retrouver le projet de début et le projet terminé avec du bonus dedans, donc n'hésite pas à aller voir. Et si tu souhaites te lancer dans le développement d'applications iOS avec Claude Code, comme je te l'ai dit tout à l'heure, n'hésite pas, il y a un guide en description où je t'explique tout de A à Z. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker et à la commenter ou même la partager avec quelqu'un qui veut se lancer dans le développement d'applications iOS. En attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Okip. Ciao ciao!